Bienvenue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Pour ce nouveau numéro de Talk Afrique, nous allons parler du rôle des médias dans le processus électoral. Et cette fois-ci, nous allons prendre le cas du Sénégal. Le prétexte, je le rappelle, c'est l'élection présidentielle de février 2019. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Pape Amadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Bonjour, M. Fall. Bonjour. Avec nous également M. Mamadou Thior, journaliste porte-parole du comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie. M. Thior, bonjour. Bonjour, Gagne, toujours un plaisir de venir répondre à votre invitation. C'est nous. Alors, ma première question, M. Fall, c'est est-ce que les journalistes sénégalais sont assez imprégnés des textes législatifs et réglementaires? Je fais allusion au code électoral pour couvrir une élection présidentielle, une élection, un scrutin, j'allais dire. Je crois que généraliser peut poser problème. Mais dans les différentes rédactions, de manière générale, vous avez des gens qui ont un background extrêmement important, extrêmement intéressant, qui ont vécu de manière générale plusieurs élections et qui ont donc cette bonne connaissance des textes qui peut leur permettre de se mouvoir et de gérer au mieux les soucis électoraux qui peuvent surgir en pré-campagne, voire en campagne. Et l'avantage également, c'est de pouvoir encadrer la jeune sève qui arrive pour peut-être lui donner les bonnes orientations, parce que certaines erreurs sont fatales quand ce processus est lancé. C'est extrêmement important cette question que vous posez, parce que l'on s'en rend compte malheureusement aujourd'hui, dans la plupart de nos rédactions, au Sénégal en tout cas, il y a un problème. C'est quel est le vécu de ceux qui sont chargés de gérer et de traiter cette information. Alors, M. Thior, dans cette continuité, est-ce que donc il ne faudrait pas au préalable créer une plateforme de formation de ces jeunes sèves-là dont tu parles? En fait, la question que vous posez, je voudrais un peu abonder dans le même sens que Papa Amadou Fall. Donc, ça pose le problème de la spécialisation des journalistes. Parce que, vous savez, dans les rédactions, il y a les réalités africaines. Donc, les rédactions, on n'a pas un personnel peut-être à la hauteur, en termes de nombre, je veux dire. Donc, ce qui fait que chacun fait du tout, alors que de plus en plus, on doit encourager les gens à se spécialiser. Par exemple, créer un desk politique, un service politique. Et là, moi, j'imagine que le chef du service politique, quand même, doit être à même de pouvoir d'être imprégné sur les textes dont vous parlez, les textes sur le code électoral et tout ce qui tourne autour des élections. Et là, il a sous son aile toute une équipe de reporters, même si c'est 2-3, c'est quand même bien. Et ces gens-là vont de plus en plus prêter attention à comment exceller en termes de couverture politique. Donc, il y a un travail de formation à faire en interne d'abord. Absolument, en interne dans les rédactions, et aussi, comme ça se fait dans certaines écoles de plus en plus, que les gens se spécialisent dans un domaine bien précis, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, soit vous aimez la politique, vous vous spécialisez, dès peut-être, si vous sortez du CESTI, dès la dernière année, si vous sortez de l'ISEC, de l'ISIC et autres. Donc, il faut que dans ces écoles-là, que les gens encouragent un peu cette démarche. Parce que le monde évolue. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, on aurait pu être journaliste politique. Aujourd'hui, le lendemain, on fait l'international, le surlendemain, sport. Donc, il faut encourager les gens à se spécialiser dans des domaines précis. Dans des domaines précis. M. Fall, est-ce que dans toutes les rédactions, ou bien la plupart, il ne devrait pas y avoir un code d'éthique pour encadrer tout ce travail-là? Mais il ne s'agit pas d'avoir cette donne extrêmement fondamentale dans ce métier que nous exerçons. L'éthique, vous l'apprenez à l'école, mais avant l'école même. Avant même l'école, je pense que dans la cellule familiale, dans notre société de manière générale, il y a des options, quand vous les prenez, vous ne pouvez pas être pris à défaut. Parce que l'éthique, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, je dirais en 2 mots, parler de ce conseil. L'information, elle doit être vérifiée. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas vous lever parce que quelqu'un vous a appelé au téléphone pour vous dire « Mamadou Thior est en train de donner de l'argent quelque part ». Et vous balancez ça à la radio gratuitement. Et à quelle fin? Oui, mais attendez, celui qui vous appelle, il vous manipule.
C'est lui qui vous appelle, c'est clair qu'il vous manipule. Et cette manipulation, surtout dans cette période que nous vivons, est particulièrement dangereuse pour le journaliste. Si vous ne prenez pas le recul nécessaire pour savoir comment faire la part des choses, mon Dieu, vous devenez totalement discrédité. Et c'est la mort d'un journaliste, cela. C'est la mort également d'une rédaction, de n'importe quel organe que vous avez, où vous travaillez. Quand vous balancez cette information, si on ne relève pas que vous êtes dans le discrédit, vous, le journaliste qui avez donné cette information, mais mon Dieu, c'est bonjour les dégâts. Donc, la question de l'éthique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Il ne s'agit pas d'aller à l'école, dans les grandes écoles, pour pouvoir dire « oui, moi, je m'adosse ». Moi, je m'adosse. Tout le monde devrait pouvoir s'adosser. Et la première manière de le faire, c'est d'abord ce que je reçois, qu'est-ce que c'est? Ce que je reçois, qu'est-ce que c'est? Si votre comité de rédaction s'implique dans votre démarche, vous pouvez avoir la garantie que vous pourrez être préservé. Mais il peut arriver, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons des rédactions quelquefois qui sont extrêmement faibles dans notre pays, comme partout ailleurs en Afrique, où le journaliste pilote à vue, quasiment. Un papier sort dans un journal, personne ne l'a relu, et demain on en fait un titre à la une, et c'est bonjour les dégâts pour tout le monde. Ça, je pense que la question de l'éthique, il faut recentrer cela, et c'est une question justement sur laquelle il s'agit de travailler durant cette période particulièrement. Surtout. Alors, M. Thior, dans le cadre de votre comité, le comité d'observation du conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie, est-ce qu'il y a des garde-fous qui pourrait donc empêcher les journalistes d'aller au-delà de ce pas? Bien sûr qu'il y a des garde-fous. On l'a créé pour ça d'ailleurs, pour un peu attirer l'attention des uns et des autres. Parce que comme le disait Papa Amadou, par exemple, nous parlons de politique, nous allons vers des élections, donc il y a beaucoup de surenchères. Nos amis les politiciens, ils sont très forts en la matière. Donc pour un oui ou pour un non, ils peuvent nous mener en bateau. Mais je pense que, comme le disait notre doyen, si on sait raison garder, on ne tombe pas dans le panneau. Parce que, vous savez, nous exerçons un métier ingrat. On ne nous pardonne pas nos fautes. C'est-à-dire, souvent, comme le disait un ami, pendant les 30 jours du mois, vous faites du bon travail pendant 29 jours. Le 30e jour, vous faites une faute. C'est cette faute-là que les gens retiennent. Donc, ce qui fait qu'il faut être irréprochable à tout point de vue. Donc c'est important en termes d'éthique et de déontologie de faire attention. Et le Corée est là d'ailleurs, quand vous voyez un peu, peut-être on pourra y revenir, on a des organes en cas de manquement avec le tribunal des pairs, mais surtout nous faisons en amont un travail de conscientisation. Nous allons dans les rédactions pour parler aux responsables des rédactions pour qu'ils prêtent attention à cette composante essentielle du métier, l'éthique et la déontologie. D'ailleurs, nous allons aussi essayer de pouvoir, les textes qui encadrent un peu l'éthique et la déontologie, retourner vers ces rédactions-là pour afficher ça, pour que nul n'en ignore. Oui, avant d'en arriver donc au tribunal des pairs, moi, monsieur Fall, je voudrais revenir au code, je veux dire, le moteur d'équilibre social que joue la presse. Est-ce que, donc, il ne faudrait pas, quand même, dans cette campagne de sensibilisation, de conscientisation de la jeune sève, comme vous le dites, mettre quand même des dispositions qui puissent permettre aux jeunes journalistes d'être quand même assez imprégnés du code électoral, surtout? Vous ne pouvez pas gérer un organe de presse et occulter certaines choses en vous disant « bon, ce sera pour telle opportunité ». C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je pense que le directeur de publication, le rédacteur en chef, les chefs de desk, de rubrique de manière générale, ont un rôle central à jouer. C'est à eux d'être les premiers filtres. C'est à eux d'être les premiers filtres. Et quand une information, nous avons l'habitude de dire, nous ne pouvons pas lire le journal dans son entièreté. Vous me comprenez très bien, mais il y a ce qu'on appelle les sujets à enjeu.
les sujets à enjeu, généralement, c'est les sujets politiques. C'est généralement également les questions économiques. Un rédacteur en chef qui s'amuse à sortir, à balancer, permettez-moi le terme, à la télévision, à la radio, sur un site internet, dans un magazine ou dans un quotidien, une information qui n'est pas vérifiée, mon Dieu, je pense qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et sur cette question qui est centrale, qui est fondamentale, les filtres que doivent exercer le chef de desk, ou voire de rubrique, le rédacteur en chef, ou voire même peut-être le directeur de publication, tout le monde devrait s'impliquer pour dire cette information a été bien traitée. Cette information est bien calibrée, nous pouvons la sortir. Vous pouvez vous retrouver face à une situation où c'est vers 2 heures du matin. Je parle d'un quotidien par exemple, où l'on vous balance une information. Et ça, il y a des gens qui sont excellents dans ce domaine-là. À 2 heures du matin, ils vous balancent une information, vous dites, ah, ça, c'est la une de mon journal. Je vais vendre. Je vais vendre. Parce que, bon, nous avons de telles contraintes aujourd'hui que cette orientation... Cet aspect mercantile, j'allais dire. Vendre devient une obsession. Oui. Mais quel que soit l'enjeu, je préfère mettre sur le coude et attendre d'avoir fait les recoupements nécessaires pour dire « Ok, je peux la sortir », quitte à me retrouver avec tout le monde sur la même information. Ce n'est pas grave. Oui, c'est dans cette course-là de scoop, une information balancée à 2 heures du matin. Le journaliste, est-ce qu'il devrait donc balancer entre le coût mercantile et cette intégrité que devrait revêtre son support, que ce soit la télé, la presse écrite ou un site internet? Non, en réalité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous recevez une information, que ça soit un scoop ou pas, ne perdez pas de vue le b.a.-ba du métier. Oui, ça vous dites ce qui est normal. Oui. Mais non, dans ce contexte préélectoral, oui. Est-ce que c'est ça qui se fait? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui doit se faire. Oui, un journaliste ne doit jamais perdre de vue que son métier est régi par des règles. Justement. Même la course au scoop, moi je dis souvent, comme le disait Papa Amadou, vous êtes sur la même information, il n'y a pas de problème. Moi je préfère, même si nous sommes sur la même information, que je ne sois pas obligé, peut-être le lendemain, de dire que je me suis trompé. Je prends la précaution de vérifier, même quitte à ce que je sois le dernier à le donner, mais que ça soit du béton, comme on dit. Parce que ça ne sert à rien de se précipiter, de donner l'information et de revenir pour dire que nous nous sommes trompés. Ça, c'est une catastrophe pour un journaliste. Donc, prenez le temps de revoir, de vérifier jusqu'à ce que tout soit nickel. Et puis là, vous pouvez balancer, quitte à ce que vous soyez le dernier à le faire, mais au moins, là, parce qu'il y va un peu de notre crédibilité. Justement, c'est ça, dans la situation normale des choses. Absolument. Normalement, tout le monde le sait et tout le monde le revendique dans les rédactions. Mais est-ce que c'est ça qui se voit sur le terrain, justement? Oui. Vous me direz le contraire. Oui, ce n'est pas ce qu'on voit, parce que souvent on voit des infos, que ce soit les différents supports online, surtout la presse en ligne. C'est vraiment le grand problème que nous avons, par exemple, au niveau du correct. Parce que vraiment, c'est des gens, vous les appelez tout de suite, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart, vous leur donnez une info, beaucoup ne prennent pas le temps de vérifier. Que ça soit une info vendable, ils mettent à la une. Après, on se rend compte que, bon, ils sont passés complètement à côté. Et ça c'est un grand problème. C'est vrai, les gens mettent en avant l'aspect mercantile, ce qui n'est pas bien. Quand on est formé à bonne école, vraiment, on doit être soucieux de donner une information vraie et vérifiable. Mais maintenant, dans le cadre du processus électoral qui est assez large, quel doit être le rôle du journaliste, M. Fall? Notre responsabilité. Oui. Nous ne sommes pas des spécialistes en question électorale. Très peu de journalistes le sont. Ça devrait se compter sur quelques 3 ou 4 personnes dans ce pays qui peuvent vraiment vous sortir les articles et les dérouler sans avoir à retourner peut-être vers le bon livret. Alors,
quelle est la démarche? Georges disait tout à l'heure la spécialisation. Je pense que c'est une option, mais qui ne saurait suffire. Parce qu'il y a tellement de choses à embrasser que vous pouvez facilement tomber dans le panneau que vous ont ouvert justement les politiques ou les politiciens de manière générale. Et je disais que c'est une période extrêmement délicate, sensible, et la confusion peut se prêter absolument et très facilement. De sorte que je pense que quand certaines informations vous arrivent, appelez un spécialiste. Le journaliste doit avoir un très bon réseau. Il y a des gens qui sont extrêmement disposés, qui sont des professeurs de droit, qui sont vraiment des constitutionnalistes, qui peuvent peut-être vous éclairer sur le sujet d'abord. Ensuite, au niveau de la rédaction, ayez toujours le livret à côté de vous pour dire quelle est la part des choses. Même si vous ne pouvez pas cerner l'ensemble des choses, mettez les guillemets également. C'est des techniques qui sont souvent utilisées partout ailleurs dans le monde pour préserver la crédibilité du journaliste. Pourquoi nous ne ferons pas comme ces gens-là? Je pense que le traitement de l'information mérite qu'on aille au fond des choses. Pour que, comme le disait Mamadou Dior tout à l'heure, pour que demain, vous ne vous retrouvez pas véritablement dans une situation où les pères vont vous appeler pour vous dire « mais comment est-ce que vous avez pu balancer cela ?» Ok. C'est véritablement de la honte, cela. Alors, comment est-ce que vous avez pu balancer cela? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, entre la presse privée et la presse et les médias d'État, il y a souvent quelques tiraillements, pour ne pas les nommer, parce que l'autre presse privée avec son aspect mercantile et l'autre tire vraiment vers son candidat, il faut le dire. Oui, mais vous avez hein, c'est la même critique qu'on peut faire. Il y a des intérêts partout. Souvent, on accuse, c'est un thème que je n'aime pas d'ailleurs. Presse d'État, vraiment, on l'a dépassé. Moi, dans ma tête, je dis, on est une presse du service public. Parce que nous faisons service public. Moi vraiment, c'est un peu dans ma tête. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup qui travaillent comme moi à la RTS et ailleurs, dans ce qu'on appelle les médias d'État, entre guillemets. Donc, ce qui fait que nous, il y a ce côté-là, on nous accuse souvent d'être pro-régime. Mais la presse privée aussi, quand on voit un peu les promoteurs qui sont derrière, on sait ce qui se passe. Donc la critique, elle est trop facile. Mais là, c'est surtout la personnalité des journalistes que nous sommes qu'on doit mettre en avant. Avoir une forte personnalité et ne pas se laisser faire. Parce que ce n'est pas parce que moi, que je travaille à la RTS ou au Soleil, à l'APS, qu'on peut me faire certaines choses. Parce qu'il y a la clause de conscience qui est là. Si vous parlez de texte, il y a des choses qui, si vous voulez me les faire faire, j'évoque la clause de conscience, je ne les ferai pas. Et je pense que les gens formés à bonne école le savent. Donc, ce qui fait que de ce côté-là, ça ne pose pas problème. Le journaliste peut bien faire son travail. Et par rapport à votre question de tout à l'heure, notre rôle, c'est avant, pendant et après. Par exemple, je vous donne l'exemple. Cette année, la grande nouveauté, c'est le parrainage. Ça a été une nébuleuse au départ. On ne comprenait pas comment ça va se faire. Et je peux me tromper aussi, mais je n'ai pas vu quelque part un reportage, vraiment un truc ou une enquête fouillée, quelqu'un qui suit un peu les candidats qui vont récolter des parrainages. Je n'ai pas vu, peut-être que ça m'a échappé. Souvent, qu'est-ce qu'on voit ces jours-ci? On les voit amener tout un tas de parrainages pour dire j'ai eu un tel nombre et tel nombre. Et ça aurait été bien, en amont, qu'on puisse expliquer ça. Donc là, pendant, vous voyez, moi je dis toujours, il y a quelque chose que les gens peuvent apprendre du Sénégal. Et je dis toujours à mes amis quand je vais à l'extérieur, quand vous voyez par exemple le Cameroun récemment, ils ont fait une élection, on a attendu 2 semaines pour voire plus pour avoir les résultats. Moi je dis à mes amis camerounais, nous on vote, mais dès 22 h on sait les grandes tendances. Parce que nous sommes dans les bureaux de vote. Et ce qu'on fait, c'est du domaine public, parce que les gens viennent, depuis ils affichent, c'est du public. Donc c'est des grandes tendances, et ces grandes tendances-là ne sont pas démenties d'ailleurs. Et ça participe à apaiser le climat social. Mais vous votez, vous restez pendant des trucs à décompter, ça peut réveiller, bon, ça peut être le lit de la violence, et c'est pas bien. Donc je dis souvent, c'est quelque chose que les gens peuvent copier de nous. Certes, dans beaucoup de pays, dans pas mal de pays de la sous-région, on interdit à la presse de faire ce travail-là, mais je dis, ça c'est un combat
que nous avons gagné depuis 2000, mais il faut que dans les autres pays, les gens fassent comme le Sénégal. Oui, M. Fall, pour continuer dans ce sens-là, il y a aussi, à côté des services, des médias de services publics, comme vous le dites, il y a aussi des organes privés qui sont financés ou soutenus par soit des membres de l'opposition ou bien des membres de la mouvance présidentielle aussi. Est-ce que ce rôle d'arbitre ne se perd pas par ces journalistes quand ils doivent verser dans l'un ou l'autre cas? Le déterminant pour le journaliste, c'est la clause de conscience. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Si vous savez ce que vous devez faire, certaines choses, vous ne tomberez jamais dans ce souci permanent des politiques financiers qui sont derrière votre organe et qui mettent de l'argent. Vous les occultez totalement parce que ce n'est pas votre rôle, vous, en tant que journaliste. Ces gens-là, leur limite devrait s'arrêter au niveau du directeur de publication. Parce que le rédacteur en chef ne doit même pas être impliqué dans ces options-là. La rédaction ne doit pas savoir d'où vient l'argent. Pour dire les choses simplement. Oui, en principe. En principe. Et même quand la rédaction le sait, et même quand les journalistes le savent, je pense qu'il est fondamental pour un journaliste de dire ma vie, c'est ma crédibilité. Vous perdez votre crédibilité, vous n'êtes plus journaliste, en principe. Vous sortez de ce cadre. Et si vous acceptez d'être manipulé jusqu'à un certain point, où vous sortez des fadaises, excusez-moi le terme, à tout bout de champ, les gens vous disent, mais monsieur, arrêtez celui-là. En tout cas, votre journal n'est plus lu. Votre radio n'est plus écoutée, votre télévision ne vaut plus rien. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, c'est pourquoi je dis, la rédaction est un organe qui est fondamental, qui est déterminant dans la marche des choses. Quelle que soit la puissance d'un directeur de publication, d'un directeur général, trouvez le terme que vous voudrez par rapport aux médias, il ne devrait pas pouvoir imposer certaines choses. Où tout le monde claque la porte, il lui dit, monsieur, gardez votre organe, nous on s'en va. Certains ailleurs vous évoqueront certainement la précarité de la mais attendez, qu'est-ce que c'est la précarité si vous n'existez même pas? Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut donc pour assurer cette neutralité, la neutralité du journaliste en... Je ne vais pas vous dire que les politiques n'ont pas le droit de créer des journaux, etc., etc. Non, non, non. Ça, c'est notre constitution qui permet à tout un chacun de pouvoir créer son organe et de le lancer, d'aller prendre des journalistes pour leur proposer de bons salaires, de mauvais salaires, ça dépend Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour asseoir cette neutralité du journaliste? Garder sa crédibilité. Oui. Absolument. Garder sa crédibilité. Le journaliste n'a pas d'autre moyen que cela. La clause de conscience, comme l'a évoqué Mamadou Thior, c'est bien écrit dans le code de la presse. Si on veut vous imposer des choses, vous dites je ne peux pas. Mais si le gars vous dit vous dégagez, mais vous le traînez devant les tribunaux. Absolument. Très simplement. Mais ça, je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle, que les gens le veuillent ou pas, c'est selon la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Vous voyez des journaux qui parrainent des candidats. Et moi, j'ai assisté à une séance de parrainage lors d'une de mes visites aux États-Unis. Après, j'ai compris, parce que moi, j'étais effaré par ce phénomène-là, mais après, j'ai compris. Et là, ça renseigne un peu ce que disait Pape Amadou. C'est-à-dire, là-bas, c'est les hauts d'en haut. C'est-à-dire, quand vous venez dans un organe, c'est l'équipe éditoriale qui s'adonne à ça. Mais la rédaction n'a absolument rien à voir. Et dans le traitement de l'information, je vous dis, ils sont inflexibles. Ils font leur travail comme il se doit. Donc, c'est pas parce que bon, le patron a des affinités avec le président de la République ou avec tel leader de l'opposition que moi, le journaliste, reporter, je vais m'encoquiner. Je fais mon travail comme me le dictent les règles en matière de journalisme. Donc, ça, je reviens un peu à cette question de la personnalité du journaliste. C'est lui qui doit faire preuve de personnalité, parce que si vous manquez un peu de personnalité, on vous fait faire des conneries. Voilà. On vous écrase. Alors, une dernière question à M. Fall.
La propagande. Qu'est-ce qu'il faut pour l'éviter en cette période aussi? Parce que ça devient monnaie courante en certains moments, malgré les injonctions du Conseil national de régulation, le CNRA. Si le journaliste n'est pas capable de traiter l'information, je pense qu'en période électorale particulièrement, il doit demander un congé et rester chez lui tranquillement. Séparer la bonne graine de l'ivraie. Quand je viens voir Mamadou Thior, je lui dis, écoute, j'ai mon meeting ce soir et j'aimerais que tu m'envoies une équipe. L'équipe qui vient, je me retrouve avec 2 pelés et 3 tondus dans mon meeting. Et je veux que l'on amplifie la chose. Je vois Thior pour qu'il me fasse un grand titre. Comment est-ce qu'on appelle cela? Ou bien dans la revue de presse. Ou dans la revue de presse. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Mais je pense que je reviens, comme l'a dit Mamadou Thior, et j'ai bien adoré ses propos, la personnalité du journaliste. Je préfère me taire que de rapporter une information qui est fausse, qui n'est pas vérifiée. Je préfère ne pas écrire pour aller dans ce sens-là. Parce que celui que je protège, ou qui a mis dans ma poche peut-être 1 million de francs, ou 1 milliard de francs, quelle que soit la somme, je dis, demain, il dormira tranquillement chez lui, alors que moi j'aurai la conscience totalement titillée. Et je n'oserai même plus me présenter devant les gens, parce que chacun me dira, mais tu es un vendu. Alors, pour éviter tout ça, restons crédibles. C'est la fin de ce numéro de Talk Afrique, donc, qui recevait Papa Mamadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, et Mamadou Thior, porte-parole du Conseil national d'observation des règles d'éthique et de déontologie. Merci et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique.